Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. En France, on a ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. Après le massacre des allocations chômage ces derniers mois par les usurpateurs du pouvoir, c'est au tour des indemnités maladie de passer à la casserole. Eh bah oui, jamais 203. On peut tout attendre de la folie destructrice. La première bataille est celle du sourire. C'est donc en arborant celui-ci que j'ai le plaisir de vous accueillir dans La France Libre, une émission du CNTF/CH avec Philippe et avec Yota ce soir. Bonsoir messieurs, dames, et bonsoir à vous également qui nous regardez. Bonsoir. Alors, je ne sais plus, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je ne sais plus avec qui je parlais, je crois que c'était avec Yota hier, du génie des alpages. Qui se souvient de cette bande dessinée du génie des alpages? Et nous, on a en France nos génies des alpages. Et je pense notamment à monsieur Attali, qui est réputé pour être un homme extrêmement intelligent et qui nous sort des choses du genre... le revenu des retraités est supérieur au revenu du secteur public, qui lui-même est supérieur au revenu du secteur privé. Alors déjà, il faut déjà réfléchir, hein, qu'est-ce qu'il vient de nous dire, d'accord? Et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est tout simple. Pour réduire la problématique des retraites, il faut réduire les retraites des retraités. Ah oui, mais attendez, mais ça, les retraités de la fonction publique ou les retraités du privé? Non, tous les retraités. Bon, d'accord, ok, bon. Alors, c'est une phrase un petit peu piégeuse parce que quand on la relit, on s'aperçoit qu'elle cache des choses, évidemment, et ce qu'il faut lire dans ce genre de propos, c'est évidemment les intentions qui s'y cachent derrière, c'est-à-dire qu'en fait, on va renier vos retraites, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas compris encore, il faut être clair. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de dire, on va pas baisser le salaire des fonctionnaires qui est venu à hauteur du salaire du privé, ce qui est un contresens naturel à toute société civile qui travaille dans l'économie libérale. C'est-à-dire que dans l'économie libérale, on développe des outils économiques et qui permettent de gagner de l'argent, qui permettent de générer du travail, de générer de la plus-value, de gagner de l'argent, etc., etc. Et par ailleurs, pour faire fonctionner la partie publique, eh bien, on recrute des fonctionnaires qui ont la réputation d'être payés moins que ceux du privé, mais qui savent pourquoi ils sont là, c'est la sécurité de l'emploi, c'est l'intérêt de leur job pour eux, c'est leur truc. Bon, très bien, chacun son truc, comme on dit. Hein. Sauf que une de ces règles a été faussée, c'est-à-dire que maintenant on s'aperçoit que les employés du public gagnent presque aussi bien leur vie, pour pas dire mieux, que ceux du public. Et c'est exactement ce que dit monsieur Attali. Il dit les revenus du secteur public sont supérieurs à ceux du secteur privé. C'est-à-dire qu'on n'est plus par-dessus tête par rapport à la proposition d'une société libérale dans laquelle on devrait vivre, et on vit dans une société qui n'est plus dans une logique libérale, puisqu'on a des fonctionnaires qui gagnent plus d'argent que les gens du privé. Donc on est dans une logique, allez, on va dire socialo-communisante, quoi. On y va doucement mais sûrement, c'est-à-dire qu'on a tous intérêt à devenir des fonctionnaires. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que nous propose le gouvernement dans son entièreté. Donc, suppression des retraites, ou en tout cas pas suppression, mais réduction des retraites et fonctionnarisation de l'ensemble de la population. Voilà l'avenir qui nous attend. Voilà comment je comprends les propos de monsieur Attali. Est-ce que nous les acceptons? Non, on les accepte pas parce qu'il a fait des propos totalement contraires il y a quelques années en arrière. Donc il se renie lui-même. Donc il nous a menti. Et premièrement, et puis deuxièmement, c'est pas la vie dont on a envie. On a envie de pouvoir vivre des fruits de son travail. Aujourd'hui, on ne vit pas des fruits de son travail. Les jeunes qui nous suivent, qui sont derrière nous, ne vivent pas du fruit de leur travail. Les jeunes personnes. Hein. Donc voilà. Donc, monsieur Attali, il va falloir nous faire des propositions un petit peu plus alléchantes, un petit peu plus pertinentes, parce que là, vous n'êtes pas dans le coup. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Tu as parlé de bande dessinée tout à l'heure. Macron, Attal et Le Maire me font plutôt penser au pied nickelé. Voilà, on peut étendre. On va passer du génie des alpages au pied nickelé. Ouais, tout à fait. Bon, allez, attention, on va casser un mythe. Ouais, sur les chemtrails, on va regarder l'actualité en images tout de suite, et puis après, on pourra attaquer notre sujet avec Yota, notre invité de ce soir. Une dernière théorie du complot, je vais aborder ce sujet avec toi, c'est les chemtrails. Mais non. C'est des traînées dans le ciel. Et il y a ça partout sur Internet. Il y en a plein qui pensent que c'est vrai. Hein. Alors, je vais casser le mythe. Hein. Attends, je vais expliquer ce que c'est. Chemtrails, je sais pas comment on prononce. Les chemtrails. C'est des traînées que vous voyez, en fait, qui sont faites par les avions lors du passage. C'est des moteurs à combustion. Tu vas nous expliquer ça mieux que moi. Et il y en a qui pensent qu'il y a des boutons dans les avions pour passer du produit qui peut rendre stérile, qui peut tuer des gens, qui peut apporter des maladies, qui peut
des trucs électromagnétiques, il y a plein de voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est juste de la condensation. Parce qu'il y a un taux d'humidité, en C'est fait. comme ta voiture quand il fait froid et que tu démarres. Bah voilà, c'est ça. Les moteurs génèrent de la chaleur, il fait froid, il y a de l'humidité, ça fait de la condensation. Alors pour vraiment casser le truc, c'est quand on voit les avions de ligne qui sont à peu près à 10 000 mètres d'altitude, 10 kilomètres. Quand on largue du fuel dans le ciel, ce qui m'est arrivé la dernière fois, ça s'appelle du jettison, on a une altitude minimum de 5000 pieds. Ce qui équivaut à 1000 mètres, à peu près, 1800 mètres. Pour pas que le fuel, en fait, se désintègre et il viendra pas se déposer sur les maisons, sur les êtres humains. Donc, quel serait l'intérêt de décharger du liquide à cette altitude-là, alors qu'il va se désintégrer avant de tomber et être efficace pour calmer les foules? Voilà. Voilà, bah c'est merci. Merci pour cette explication. Waouh. Personnellement, je me sens rassuré. On est rassuré. Quel serait l'intérêt? Bah, effectivement, c'est toujours c'est la même question que qu'est-ce qu'il y a dans la seringue? Quel serait l'intérêt de tuer les gens avec ce qu'il y a dans la seringue? Je pose la question. Eh ben, les chemtrails, c'est un petit peu la même chose. Quel serait l'intérêt de qui que ce soit de faire se vaporiser un certain nombre de liquides dangereux pour l'humain à des hauteurs telles qu'il justement il se vaporiserait, et voilà. Donc en fait, elle nous introduit une notion qui est assez nouvelle, qui est celle de la hauteur d'épandage. C'est-à-dire que plus on est haut et plus on est diffus, et plus on est bas et moins on est diffus et plus on est précis sur un point précis. Ce que je peux comprendre, hein, effectivement. Donc elle nous dit quand on largue du fuel, donc déjà ils larguent du fuel, c'est dommage parce que c'est normalement ils n'ont pas le droit. Alors peut-être dans l'océan, et encore, je crois pas qu'ils aient plus le droit de le faire dans l'océan qu'ailleurs. Je crois que c'est répréhensible, tout simplement. Donc déjà, avouer qu'il largue du fuel certes à 1800 mètres pour être plus précis, pour être plus près du sol, pour qu'il n'y ait pas justement de diffusion, tout ça on peut comprendre. Mais quand on voit effectivement les fameuses traînées, les traînées, elles sont plus ou moins épaisses selon la hauteur, ça on peut comprendre. Si l'avion passe au-dessus de nos fenêtres, on va avoir l'impression d'être dans un brouillard. Par contre, quand on le voit haut dans le ciel, eh bien, effectivement, on voit des traînées beaucoup plus courtes. Ce que cette dame ne veut pas ne nous dit pas, c'est que parmi des avions dits de ligne et que nous voyons dans le ciel, tous les uns les autres, eh bien, ils sont tous à peu près à 10 000 pieds. Donc, voilà. Ou à 10 000 mètres, excusez-moi, à 10 000 mètres. Ils sont à 10 000 mètres de hauteur, c'est l'altitude moyenne. Et il y en a qui ont des grosses traînées très fournies, et puis il y en a qui ont des toutes petites traînées, en tout cas très discrètes, telles qu'on les connaissait il y a encore pas si longtemps. Donc voilà, donc elle ne répond pas à la question, elle répond à côté de la question. Ce qui veut pas dire qu'elle est forcément malfaisante, cette dame, mais peut-être qu'elle n'a pas tout compris elle-même de ce qui se passe, quoi, ou elle n'est pas allée chercher la vérité au bon endroit. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce petit reportage que je trouve intéressant, parce que là, visiblement, on a affaire à une dame qui est pilote de ligne, si je déduis bien des questions de l'intervieweur à cette dame, elle doit s'y connaître un petit peu en aviation. Voilà. Yota, je crois que tu as un avis. Oui, merci Sylvain. Madame est peut-être pilote d'avion ou travaille dans un avion, mais c'est sûrement la quatrième des pieds nickelés, comme tu dis. La quatrième pied nickelé, c'est original. Contrails, je pense elle a confondu contrails et chemtrails, qui ne sont pas la même chose. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre sur le débat. Je voudrais répondre surtout à ce que M. Attali disait. Tu disais, M. Attali, Philippe. Simplement, vous devez savoir que les pensions en Grèce, elles sont à 350 € par mois. Et donc, entre la période de Tsipras et aujourd'hui, les pensions, au lieu d'augmenter, d'être indexées, eh bien, elles ont diminué. Et nous sommes à 350 € par mois par pensionné en Grèce. Et tout ça pour vous dire que, évidemment, la Grèce étant le laboratoire, les Français ne voulaient pas le croire quand je le leur disais il y a quelques années. Eh bien, simplement, les Français, vous suivez le programme de la Grèce, c'est-à-dire une diminution des salaires, une diminution des pensions, enfin des diminutions partout. Et donc, le modèle appliqué en Grèce est appliqué en France. Et pourquoi? Parce qu'en Grèce, nous sommes 10 millions.
Et en France, vous êtes 67 millions. Donc, eh bien, les rats de laboratoire ont prouvé qu'ils ont accepté, ils ont accepté cet état de fait. Et donc, pourquoi ne pas l'essayer en France? Donc, je vous conseille quand même de regarder un petit peu plus la politique en Grèce et de voir ce qui se passe. Et n'écoutez surtout pas qu'ils disent que notre économie est en hausse et tout ça, ce n'est absolument pas vrai. L'économie, évidemment, pour ceux qui font des éoliennes ou pour ceux qui vont chercher des pétroles et tout ça, l'économie est en hausse, ça c'est vrai. Mais il y a quand même le taux de pauvreté qui augmente chaque année, les jeunes qui s'en vont. Donc voilà, Philippe, pour répondre à ta question, et Monsieur Attali, je pense qu'il fait partie du programme mondial, et donc il faudrait y réfléchir autrement à cette question et voir comment vous allez réagir par rapport à ça. Et nous, tous les Européens, maintenant, nous comptons sur vous pour arrêter ce programme Oui, qui, alors, vu la population que vous avez, normalement, devrait pouvoir se faire. Voilà, Philippe. oui, mais tout à fait raison de nous ramener à la raison, justement. Moi, j'ai fait un petit peu le malin en me moquant de Monsieur Attali, le traitant de génie des alpages, comme s'il fallait être génial pour déduire que comme les pensions sont assez élevées en France et qu'elles sont plus élevées que les revenus des jeunes travailleurs, donc il suffit de baisser les pensions pour récupérer de l'argent. Tiens, donc, et ça, c'est un calcul de génie des alpages, ça, voilà. Ah Néanmoins, ben non, Romuald, qui était le chien berger dans le génie des alpages, n'aurait jamais fait une telle bêtise. Monsieur Bruno voilà. Le Maire n'arrive pas à la hauteur du sabot de Romuald du génie des alpages. Alors là, si tu me prends sur la bande dessinée que je connais mal, voilà, on peut pas filer la métaphore jusqu'au bout. Mais bon, on s'est compris. Alors, par contre, effectivement, que depuis la Grèce, dont tu es citoyenne, euh, on envoie des messages, ou en tout cas, on met la population dans une situation telle qu'elle préfigure ce qui pourrait se passer en France ou ailleurs. Hein. Je pense que la France est dans le collimateur, oui, sûrement, mais que l'Europe occidentale dans son entièreté est également concernée par ces phénomènes de baisse de revenus. Et voilà. Donc, si jamais les chiffres que tu nous fais parvenir, 350 euros, ça fait froid dans le dos. Je veux dire que même c'est en dessous du SMIC, c'est en dessous de tout ce qu'on veut. Alors, il va falloir changer toutes les règles, toutes les lois. Il va falloir trouver toutes les justifications du monde, et ils sont très forts pour trouver des justifications. Est-ce que dans l'intervalle ou pendant ce temps-là, les Français vont rester les bras croisés en attendant qu'on leur explique leur sort? Je pense que non. Je pense qu'il y aura dans l'intervalle un certain nombre de réactions. Est-ce que la Grèce peut ou a pu servir de laboratoire, comme tu le disais, effectivement, laboratoire sociologique, oui, bien sûr. Mais c'est un pays, la Grèce. Et quand d'autres pays seront touchés, comment est-ce que tout le monde réagira? On a déjà essayé de toucher à l'argent des Français directement dans les années 30, le 6 février 34 en particulier, où les Français, enfin en tout cas les urbains, les Parisiens et tous les habitants des villes essentiellement, sont sortis dans la rue parce qu'on les avait littéralement volés. L'État les avait volés d'un coup de baguette magique. Et on a dit que ceux qui étaient dans la rue, c'était l'extrême droite. Non, c'était pas l'extrême droite, c'était toutes les personnes qui avaient un petit peu d'économie à la banque et qui venaient de se la faire rincer, comme on dit. Hein. Et ce sont ces gens qui sont sortis le 6 février pour manifester. Et il y a eu des émeutes et il y a eu des morts, tout simplement, hein, des morts. Donc ça, on oublie, c'est oublié dans l'esprit collectif. Mais quand on s'attaque à l'argent, quand on s'attaque au nerf de la guerre ou au nerf de la vie, si on préfère, ce qui est l'argent, hein, donc voilà, ben, les gens réagissent, c'est normal, c'est normal. Et aujourd'hui, je pense qu'on a eu des réactions lorsqu'il y a eu des augmentations du prix du carburant en 2018, enfin en 2018, et qui a donné les gilets jaunes et tout ce qu'on a su après. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que le carburant a pris 40 centimes et tout le monde plie la tête, quoi. Hein. Donc effectivement, on peut faire plier n'importe quel peuple, n'importe quel individu à coup de violence. Pour ça, j'ai pas besoin d'un laboratoire pour le savoir. Par contre, jusqu'où cette violence va-t-elle conduire ceux qui l'exercent? Ça, c'est la vraie question. Et combien de temps cette violence pourra-t-elle durer? Ça, c'est la vraie question.
Voilà, donc on peut en attendant se faire plaisir en se racontant, en s'expliquant comment se développait la démocratie au temps de la Grèce antique. On a déjà eu plusieurs émissions sur ce thème. Et aujourd'hui, on voudrait introduire avec Iota, si vous êtes d'accord tous les deux, avant que vous ayez un commentaire à faire, mais introduire avec Iota la notion de catalogue. Qu'est-ce que c'est que ces catalogues? Alors ces catalogues, ils sont attachés à la mairie et non pas à l'Assemblée, sont attachés à la mairie de chaque grec, en quelque sorte. Hein. Comme nous, on a des mairies, les Grecs avaient des mairies également. Et dans cette mairie, d'où démarrait la démocratie, c'est-à-dire par le bas, par la mairie, par la municipalité, qu'on dirait aujourd'hui, ces mairies donc avaient besoin de répondre à des cahiers comment dirais-je, de trouver des entreprises capables de répondre à des cahiers des charges. Donc c'était pas forcément des humains qui étaient comment dirais-je mandatés pour lesquels on allait donner un blanc-seing pour un tel travail, c'était des entreprises. Donc aujourd'hui on a aussi des entreprises en France ou ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on pourrait transposer cette idée du catalogue tel que Iota va nous la décrire, la transposer dans une société moderne qui travaille avec Internet, qui travaille avec des moyens de communication beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais, Iota, nous expliquer à quoi servaient ces catalogues, s'il te plaît? Oui, Philippe, et puis tu as un petit peu bizarrement expliqué la chose, mais je vais essayer de prendre les choses au départ. Les catalogues de gens spécialisés. Qu'est-ce qu'étaient les catalogues de gens spécialisés? Les mairies, il faut savoir que en Grèce, donc, c'était des villes-États jusqu'à Philippe de Macédoine, qui lui a donné la notion de nation, qui a mis des frontières dans un pays. Mais jusque-là, c'était des villes-États. Et toutes ces villes-États étaient organisées déjà sous Clisthène, aux environs de 450 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas non plus dans les dates aujourd'hui, en tout cas bien avant notre démocratie de 462. Clisthène avait déjà organisé pour couper l'héritage automatique qu'avait l'héritage du pouvoir automatique qu'avaient les oligarques à cette époque-là. Et donc on arrive à une Athènes où il y a la formation des mairies. Et donc la mairie, si vous voulez, c'était une petite micrographie d'un État. Ça représentait l'État de chaque ville. Et donc, il y avait évidemment plusieurs mairies, et puis la mairie principale d'Athènes, mais il faut s'imaginer qu'à cette époque-là, il y avait 134 villes qui appliquaient le système démocratique, et donc il y avait pas mal de mairies, et puis des mairies principales comme la Pnica à Athènes, où quand la ville d'Athènes s'est agrandie, eh bien, on a eu la principale mairie, la principale place, disons, où se faisaient les assemblées du peuple. Et donc, c'est quoi les catalogues de gens spécialisés? Les catalogues de gens spécialisés, c'était une préparation pour les tirages au sort. C'est-à-dire que, parce que, évidemment, on a discuté avec Philippe hier et on a dit c'est bien de reparler de ce sujet, parce que la plupart des gens pensent que on tire au sort comme ça dans la foule et que, évidemment, en tirant au sort comme ça dans la foule, ça ne peut pas fonctionner. Et effectivement, ça ne fonctionnait pas comme ça. Il y avait donc dans chaque mairie, on organisait les catalogues de gens spécialisés. On ne va pas les raccorder à des listes électorales parce que les listes électorales, elles n'ont que des personnes dessus. Mais par contre, les catalogues de gens spécialisés, c'était toutes les branches et tous les corps de métier qui se retrouvaient sur des catalogues inscrits, gravés dans du marbre, évidemment, à cette époque-là. Donc, nous avons des preuves de catalogues, comment ça se présentait à la mairie. Et donc, sur ces catalogues, pour vous expliquer un peu mieux, par exemple, on prend les quelques corps de métier, la médecine, l'architecture, la botanique, enfin, toutes les branches de métier.
Et tous les gens qui étaient spécialisés dans ces branches-là s'inscrivaient sur ces catalogues-là. Et c'est sur ces catalogues-là qu'on faisait les tirages au sort. Donc, pour vous expliquer que, en quelque sorte, si quelqu'un n'était pas architecte, eh bien, il n'irait pas s'inscrire sur une liste d'architectes à la mairie. Il irait plutôt s'inscrire dans sa spécialité à lui. Et donc, ils allaient volontairement s'inscrire sur ces catalogues, et ces catalogues-là étaient utilisés pour le tirage au sort. Donc, pour dire que c'est pas n'importe qui fait n'importe quoi, ou n'importe qui dit n'importe quoi, comme on a tendance à croire en démocratie, eh bien non. D'ailleurs, l'aristocratie est un enfant de la démocratie. Je vous le dis, je vous le répète encore. Pourquoi? Parce que justement, eh bien, ces gens spécialisés s'inscrivaient sur ces catalogues. Et donc, pour ce dont on avait besoin, que ce soit dans le domaine architectural ou dans le domaine médical ou n'importe quel autre domaine, on tirait les gens au sort là-dedans. Et donc, c'est ça, Philippe, les catalogues de gens spécialisés, on ne se limite pas au mot catalogue, on utilise la phrase entière, c'est-à-dire catalogue de gens spécialisés, ce qui définit très très bien que dans la mairie, concrètement, il y avait tous ces catalogues, tous les noms étaient présentés, chacun dans sa branche, et puis on faisait des pots dans lesquels on inscrivait le nom de ces architectes ou de ces médecins qu'on tirait au sort. Voilà, Philippe, en très rapide, Oui, oui, tout à fait. Alors, les catalogues. il y a une notion à introduire également qui est celle de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que ces personnes qui s'inscrivaient sur des listes de spécialistes, elles étaient elles-mêmes spécialistes, mais je suppose qu'elles n'allaient pas travailler toutes seules sur un chantier. Donc, elles endossaient une maîtrise d'œuvre. Donc, elles avaient peut-être des salariés, elles avaient peut-être des sous-traitants également. Est-ce que tout ça existait déjà à cette époque? Évidemment, tout ça existait, mais il faut savoir que les tirages au sort se faisaient quotidiennement toute la journée. Et donc, après avoir choisi l'entreprise qui va construire, qui va faire l'entreprise de l'Acropole, disons par exemple, eh bien, il y avait des sous-catalogues qui tiraient au sort les gens qui allaient accompagner tout ce travail. Et donc, la construction de l'Acropole, c'était tous des ouvriers qui recevaient un salaire. Et donc, tous ces gens-là étaient tirés au sort. Rien ne se faisait au hasard, à part, comme je vous ai déjà expliqué, quand on a l'Acropole, on a Phidias aussi, qui est très connu à l'époque de Périclès. Bon, ben, des Phidias, il y en avait pas des masses. Enfin, si, il y en avait, mais pas qui avaient la connaissance entière, puisque Phidias était sculpteur, mais il était aussi ingénieur des travaux de toute l'Acropole. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on choisissait Phidias, évidemment, puisqu'on n'en avait pas un autre pour le remplacer. Mais pour la plupart des branches et pour la plupart des travaux, tout le monde était tiré au sort. Ça veut dire qu'on ne fait pas un tirage au sort une fois, on peut faire sur le même projet une cinquantaine de tirages au sort. Donc c'était une machinerie qui fonctionnait très très bien. C'est pour ça d'ailleurs que les oligarques ont fait les guerres du Péloponnèse. C'est parce que justement à l'époque de Périclès, tous ces tirages au sort étaient devenus tellement automatiques et tellement bien aménagés et tellement bien compris par tous les peuples, par les peuples des villes, que ça se faisait automatiquement. Voilà, Philippe. Donc, il faut savoir donc que c'est pas un tirage au sort pour la construction de l'Acropole. Il y avait des tirages au sort à la mairie du matin jusqu'au soir. Et c'est pour ça que les hommes, à la fin, ils ont dû déclarer un salaire pour tout le monde, puisque les hommes ne pouvaient pas quitter leur travail pour venir travailler à la mairie.
Et donc a été décrété un salaire justement pour que ces gens-là puissent passer leur temps dans des moments importants à travailler à la mairie. Et c'était toute l'organisation justement de ces catalogues et de ces tirages au sort. D'accord. Et les personnes qui travaillaient à ces projets, à ces missions, hein, qui étaient architecturales, qui étaient essentiellement d'ailleurs du bâtiment. En tout cas, c'est ce qui nous est le plus resté, hein, puisque pour le reste, ça c'est parti avec le vent et avec l'histoire. Eh bien, ces personnes pouvaient éventuellement travailler sur différents endroits. Et elles n'étaient pas attachées à Athènes, elles n'étaient pas attachées au Péloponnèse, elles n'étaient pas attachées à une île particulière. Qu'est-ce qu'il en était à ce niveau-là? Parce que je crois me souvenir que Phidias, que tu as cité tout à l'heure, il a travaillé à Athènes, bien sûr, mais il est aussi l'architecte, notamment d'Épidore, du théâtre d'Épidore, si je me souviens bien, hein, on me corrigera si je me trompe, alors qu'il n'était pas spécialement architecte, mais il a réussi l'œuvre parfaite d'un hémicycle dont la sonorité est reconnue dans le monde entier comme étant d'une qualité supérieure. Donc ça veut dire qu'il se déplaçait au sein même du monde grec qui n'était pas attaché à une île, à une ville ou à une cité-État en particulier. Qu'est-ce qu'il en était? Non, et il n'était pas attaché à une ville spécialement parce que à partir du moment où ils avaient décidé qu'ils refaisaient l'acropole en pierre, en marbre, c'est-à-dire que la quasi-totalité des ouvriers et les travaux ont duré 8 ans, la quasi-totalité des ouvriers qui travaillaient là-bas étaient des gens spécialisés. N'importe qui n'était pas capable de tailler dans le marbre une colonne et de l'ajuster avec la justesse. Si quelqu'un veut aller regarder, puisque aujourd'hui nous avons beaucoup de documentaires qui expliquent comment les colonnes étaient ajustées, eh bien, ça veut dire quand même que tous les gens, toutes les personnes qui ont travaillé sur ces bâtiments et et sur ces monuments et sur ces théâtres étaient tous des gens spécialisés. Et donc, ces gens-là, forcément tirés au sort pour dire, voilà, qui va faire ces travaux-là, qui va faire les autres. Et c'était une organisation qui coulait de source, évidemment, à l'époque, puisque les tirages au sort n'étaient pas nouveaux, hein. Déjà à l'époque de Solon, ils existaient, et même avant Solon, ils existaient, les tirages au sort. Simplement que dans la période de la démocratie, c'est-à-dire à partir de 462 avant Jésus-Christ, comme tous avaient obtenu leurs droits démocratiques, c'est-à-dire ils étaient complètement dans une démocratie réelle puisqu'ils appliquaient les trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Eh bien, donc, tous ces gens-là travaillaient et étaient rémunérés. Il n'y avait pas d'esclaves qui travaillaient sur les travaux de l'acropole. Il n'y avait absolument pas d'esclaves. Et si les esclaves des oligarques participaient au transport des pierres, disons, hein, comment transporter les pierres et tout ça, eh bien, ils étaient rémunérés et ils étaient considérés comme des citoyens libres et pas comme des esclaves, comme ils ont construit les pyramides et tout ça. Donc, nous avons quand même des preuves de leur salaire, de la manière dont ils travaillaient, du temps qu'ils ont passé à travailler, c'est-à-dire plus ou moins 8 ans pour pouvoir réaliser toute l'acropole. Après l'acropole, il n'y a pas eu que l'acropole, comme tu dis si bien, Philippe, le théâtre d'Épidore et toute une série de bâtiments et d'endroits qui sont répertoriés dans mon livre. Et donc, tous ces gens-là travaillaient, s'inscrivaient sur des listes, sur des catalogues volontairement et étaient tirés au sort pour pouvoir participer à tous ces travaux. Voilà, D'accord. je pense que en gros, j'ai expliqué évidemment dans le détail, tout est inscrit dans le livre. Oui, oui, absolument, c'est parfaitement clair. Donc, là, on est sur l'exécution des travaux.
On est allé directement au bout du bout et on a parlé de mairie. On ne parle pas d'assemblée puisque l'assemblée c'était l'assemblée de la ville. L'assemblée à Athènes c'était la plus grande ville qui était à l'origine de cette démocratie. Il y avait, je crois, 6 000. Alors je sais plus si c'est 6 000 ou 18 000. À l'Assemblée, Philippe, c'était la votation des projets. C'est-à-dire Voilà. les 6 000 qui se retrouvaient à l'Apnica, qui est en bas de l'Acropole, les 6 000 qui se trouvaient là n'étaient là que pour des votations. Ils avaient 4 projets à voter par jour. Et donc, c'était les votations à main levée. Toutes les autres votations, évidemment, se faisaient à la mairie. Et là, évidemment, tout le peuple participait aux votations. Donc, il faut faire une différence entre les catalogues de gens spécialisés qui sont destinés à servir de support pour faire le tirage au sort, de qui va accomplir certains travaux et tout ça. Mais avant les tirages au sort, il y avait évidemment des assemblées du peuple qui votaient. Est-ce qu'on est d'accord de refaire l'acropole? Est-ce qu'on est d'accord de faire ces travaux-là? Et donc, il ne faut pas confondre et faire un amalgame entre dans le travail de la mairie, dans laquelle évidemment il y a des assemblées et des votations, mais c'est un travail séparé des catalogues de gens spécialisés et des tirages au sort. Les tirages au sort existaient aussi dans les palais dans le palais de justice. Donc, chaque juge était tiré au sort le matin. Chaque affaire qui serait jugée ce jour-là était tirée au sort le matin, c'est-à-dire que les juges ne connaissaient pas quelles affaires ils allaient traiter durant la journée. Et donc, vous imaginez que la corruption était arrivée à zéro avec un système pareil qui coulait de source pour les Athéniens, évidemment, et que les historiens, malheureusement, et je le dis bien malheureusement, ne se sont jamais attachés à donner des détails de comment se passait tout ça, pratiquement et concrètement. Ce qui fait que pour les gens d'aujourd'hui qui lisent des bouquins d'histoire, ils ne sont pas capables de s'imaginer, de visionner comment se passaient pratiquement toutes ces situations-là. Et ça, c'est le côté triste de l'histoire parce que, évidemment, c'est un moins pour la vraie démocratie. Voilà, donc ce que tu nous expliques, c'est que l'histoire qui nous est remontée de cette période, elle est tronquée. Elle est pas truquée, mais elle est tronquée, effectivement, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a fait le tour de la démocratie sous toutes ses formes, et qui sont nombreuses en Occident actuellement, enfin depuis 200 ans, et dont on a galvaudé et le nom et l'utilisation, tant et si bien qu'aujourd'hui, on entend des choses comme cette démocratie, on en a fait le tour, et certaines personnes sont en train de réfléchir à la meilleure façon de l'abandonner, de lui tourner le dos. Alors qu'en fait, on n'est pas en train de réaliser que l'histoire qui nous a été racontée de cette démocratie du 5e siècle avant Jésus-Christ est une histoire, j'ai dit tronquée, mais on pourrait dire carrément fausse, ou en tout cas faussée, puisque nous manquons de tous ces détails que tu viens de nous donner. Et à partir de ces détails importants, on s'aperçoit que on est en train de peut-être sûrement même de passer à travers quelque chose d'important qui consiste à remettre la démocratie telle qu'elle existait au 5e siècle avant Jésus-Christ dans l'Athènes antique, de la remettre à l'ordre du jour chez nous, parce que ça marcherait à condition de suivre les logiques et les guides tout simplement de travail que cette démocratie a mis au service des Athéniens à cette époque. Et il faudrait qu'on puisse les récupérer, qu'on puisse récupérer les procédures, qu'on puisse récupérer les tirages au sort qui, pour certains, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, sont accessoires. On peut éventuellement envisager un tirage au sort. Nous, on ne dit pas on peut éventuellement envisager un tirage au sort. On dit le tirage au sort est indissociable de la démocratie. Donc, il faut vraiment boulonner certains boulons, taper sur les clous jusqu'au bout pour que ça rentre bien dans les têtes
Et effectivement. Et donc, c'est parfait que tu nous rappelles que les tirages au sort, ben, ma foi, ils descendent jusque dans les mairies, et parce qu'on a prévu en amont, lors de votations, comme tu dis si bien précédentes, on a prévu des travaux, et ces travaux, on va les sous-traiter, on va les traiter ou les faire traiter par des personnes qui elles-mêmes seront choisies par tirage au sort. Donc, il y a toute une procédure dans cette démocratie qui consiste à faire traiter les biens communs par des gens spécialisés et dans une logique démocratique totale, puisque les juges eux-mêmes ne savent pas, comme tu viens de le dire, qui ils vont juger l'après-midi. Donc, on se garantit d'une totale absence de corruption. Ça, c'est voilà, le triptyque, il est là. C'est tirage au sort, absence de corruption et certitude d'avoir le meilleur travail. Lorsque ce sont les mairies qui tirent au sort des artisans, parce que les artisans ont intérêt à travailler correctement, parce qu'autrement ils seront éliminés, j'imagine. Ils sont sortis du jeu si jamais Philippe, leur ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que, eh bien, justement, l'oligarchie et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont décidé de ne pas parler de ce côté pratique parce que, comme ça, quand on reste dans le flou, on ne peut pas s'imaginer que ça peut fonctionner. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est que ils essayent d'effacer ces passages-là de sorte à ce que nous, on ne puisse pas faire la différence entre voter et élire, par exemple. Le mot voter veut dire qu'on vote des propositions et le mot élire veut dire qu'on élit des personnes, ce qui n'a rien à voir comme action dans une démocratie ou dans une oligarchie ou dans une république. Et donc, quand on ne connaît pas le pratique et comment ça s'organise, tout ça, c'est évident qu'on ne peut pas s'imaginer que c'est possible. Alors que même aujourd'hui, justement, avec la technologie que nous possédons et avec une organisation toute simple, nous pourrions parfaitement organiser des tirages au sort dans nos mairies avec des gens spécialisés et pas des idiots partout. Parce que ça, quand même, il faut le souligner. Tout le monde a tendance à dire oui, mais alors n'importe qui parle quand il veut et n'importe qui fait ce qu'il veut. Eh bien non, ce n'était pas comme ça, les amis. Croyez-moi que si quelqu'un n'était pas architecte, il n'allait pas s'inscrire dans les catalogues de gens. J'aurais une question pour toi, Yota, qui vient de la part d'un de nos auditeurs sur YouTube qui nous a laissé ce petit mot. Arrêtez de parler de démocratie car celle-ci est morte. Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Eh bien, je lui ai répondu, Sylvain. Eh ben voilà, continuons à appliquer la vraie démocratie et non pas celle qu'on nous a appris. Non, je vais te dire ce que je lui ai répondu. Je lui ai répondu que la démocratie ne pouvait pas mourir puisqu'elle n'existe pas. Alléluia. Abdullah. Comment quelque chose qui n'existe pas peut mourir? C'est Alors, impossible. Yota, est-ce qu'on peut en quelques minutes parler également de la notion de prise de parole dans une mairie ou dans une assemblée quelconque? Quelles étaient les conditions pour prendre la parole en public? Voilà. Alors, il fallait faire une proposition. Ça dépend donc si on fait une proposition pour un sujet qui a été voté ou si on fait une proposition soi-même. Qu'est-ce qui se passe quand un projet a été voté? Eh bien, on organise avec les directeurs de l'Assemblée du peuple à qui on dépose le matin. On dépose et on dit, voilà, moi, à tel moment, je voudrais intervenir pour ce sujet-là. Et les directeurs et le chargé de héros organisaient le passage des personnes en gardant leur nom, évidemment, par ordre. Et il était bien entendu qu'ils avaient un temps très limité pour exposer leur idée ou s'ils étaient contraires à cette idée. Et donc, tout ça a été organisé par les directeurs de l'Assemblée du peuple. C'est ça, encore une fois, là, Philippe, tu as posé quelque chose de bien. C'est-à-dire que, encore une fois, en pratique, c'est tout à fait réalisable. Je veux dire, il faut absolument se renseigner de comment ça se passait en pratique parce que c'est la pratique qui va nous ouvrir l'esprit et nous faire comprendre comment ces gens-là étaient organisés
pour pouvoir discuter à 5000 ou à 6000 personnes sur une place à Athènes et discuter sans se rentrer dans l'art, comme on dit en Belgique. Et D'accord. donc voilà, il y avait une organisation et évidemment on n'utilisait même plus le sablier à la fin. Au début, on l'a utilisé évidemment pour dire voilà, vous avez autant de temps de parole, mais les assemblées du peuple étaient organisées. On n'allait pas comme ça, comme si on va à un concert et puis on entend le groupe qui chante. Non, absolument pas. C'était organisé. Tout était organisé. D'accord. Donc c'était pas la foire d'empoigne sur le podium, quoi. Non, Voilà. Ah non, on parle de quelque absolument chose de pas. sérieux, alors forcément, c'était organisé. Il nous reste quelques minutes, on va les accorder à Jean-Pierre, si tu veux bien parler un petit peu, Jean-Pierre? Bonjour, je voudrais déjà Bonjour. m'excuser d'être arrivé plus tard. Je n'arrivais pas à me connecter à la salle Ça Zoom. arrive, ça arrive. Et alors, à part mes excuses d'être en retard, je vois des parallèles avec ce que veut faire le CNT-CH, le Conseil national de transition français canal historique. Je vois des parallèles et des différences. Alors, pour les travaux, ça se comprend évidemment que on ne fait appel qu'à des entreprises dûment répertoriées et qui ont prouvé leur efficacité dans leur domaine. Et pour la réflexion collective, j'ai bien entendu effectivement que c'est le peuple qui pouvait venir comme il voulait et qui se faisait enregistrer pour avoir accès à la parole. Donc, j'imagine que chaque personne du peuple pouvait, et là je pose une question à Iota, j'imagine que chaque personne du peuple pouvait aller à l'Assemblée du peuple et décider qu'elle allait poser une question ou exposer un sujet et se faire enregistrer dans ce cas-là avant l'Assemblée sur ce sujet. Est-ce que c'est bien ça, Iota? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au début d'une assemblée, les thèmes étaient choisis le matin par tirage au sort. Ça concernait évidemment les communs. Et donc, toutes les personnes ne parlaient pas, évidemment, ne parlaient que celles qui étaient concernées par ce projet qui était dans leur mairie, dans leur petite mairie spécialement. Mais c'était organisé, il y avait le chargé de héros qui notait les noms des personnes et qui disait, voilà, pour ce sujet-là, il y a telle et telle personne qui interviennent. Et ces personnes prenaient la parole à leur tour quand le sujet était avancé. Donc, rien n'était au hasard, rien n'était laissé au hasard. Il fallait une organisation pour que tout cela puisse se réaliser. Et cette organisation, eh bien, ils avaient de l'entraînement, puisque les assemblées du peuple se faisaient déjà bien avant la vraie démocratie. Simplement, ce qui a changé à Athènes, c'est un peu la démographie, puisque d'un village de 1000 citoyens, par exemple, où ils peuvent s'organiser pour participer à une assemblée, eh bien là, on passe à des habitants de 45 000 habitants. Et donc, quand il y avait 5-6 000 personnes pour un sujet de guerre, pour un sujet très important, eh bien, effectivement, et donc cette assemblée était gérée par des directeurs qui devaient vérifier exactement que les sujets étaient bien, qu'ils n'entraient pas en contradiction. Et dès que les directeurs avaient décidé que le sujet était bien clair, alors on organisait l'assemblée du peuple avec les personnes qui intervenaient euh, pour donner leur opinion. Mais chaque personne avait le droit de monter sur le podium du rhétoricien, donc le podium de l'Assemblée du peuple. Est-ce que Alors, ces gens ont eu, oh pardon, oui, Philippe, vas-y, Jean-Pierre, présente vas-y. le livre. J'aimerais savoir si ces gens ont pris du temps à apprendre à s'écouter mutuellement. Parce que dans nos peuples, c'est un peu difficile de s'écouter déjà quand on est trois personnes. Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce qu'ils se sont rodés à ça, à écouter celui qui parle et à se taire pendant ce temps-là, bien sûr?
Oui, bien sûr, ils avaient une éducation qui était préalablement faite grâce au théâtre. On était obligé d'aller au théâtre et donc le théâtre était considéré comme une éducation d'un public et d'une organisation sur scène. Et donc le théâtre est, si vous voulez, un petit peu le prémisse d'une assemblée du peuple. Et donc, ils avaient une éducation par rapport à ça. Et comme tout se passait entre des guerres et tout ça, croyez-moi qu'ils faisaient très attention à comment ils devaient parler, ce qu'ils devaient dire et qu'ils soient compréhensibles et que les autres écoutent avec attention, évidemment. Les Ça, amis, nous sommes un c'est... petit peu pressés par le temps, donc je vais vous dire un au revoir démocratique à main levée. Notre Merci prochain en tout cas, rendez-vous. Yota, pour toutes ces... Ouais, toutes ces merci savoirs. Yota, merci beaucoup. Merci Merci Jean-Pierre pour également, merci à toi Philippe aussi. Notre prochain rendez-vous avec la France Libre et le Conseil national de transition français, Canal historique, ce sera dans 48 heures aux alentours de 10h30. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci à vous tous.